Salut et bienvenue dans cette vidéo rituelle spéciale fin d'année. Aujourd'hui, il y a un programme bien chargé pour célébrer le premier nouvel an de Delevated Aurore. Pour l'occasion, on vous a proposé de faire une FAQ sur les réseaux sociaux. Et comme chez Delevated, on aime bien se compliquer la vie, on a également fait appel à vous pour autre chose. Les fêtes de fin d'année, c'est la bouffe à profusion, les repas de famille, mais c'est aussi de l'alcool, avec plus ou moins de modération. On vous a donc demandé des boissons alcoolisées directement tirées de films d'horreur, vous nous avez répondu, alors on va les déguster. En parlant des films dont c'est tiré, et en répondant à vos questions. Et en citant tous les films bis tournés entre 80 et 85 et ça par ordre croissant. Bon, ça on va pas le faire. Par contre, tout le reste, on va le faire. Ah oui, l'alcool, c'est à consommer avec modération, ça reste dangereux dans l'absolu, soyez pas des abrutis. Ce sera notre disclaimer. C'est parti ? On se fait un petit verre pour commencer ? Alors pour commencer, c'est de la muerte de la morre. Stop killing the dead. C'est la grosse bouteille. Le hasard fait tellement bien les choses. De la Morte dell'Amore est un film italien réalisé en 1994 par Michele Soavi, qu'on aime bien par chez nous. Et oui, Soavi c'est l'apprenti d'Argento, le type dans la voiture dans la scène des organes de frayeur, et le réalisateur de Bloody Bird, Stage Fright, Aquarius. C'est le même film. Dans ce film inspiré du roman du papa de Dylan Dog, Tiziano Sclavi, on suit Francesco dell'Amore, gardien de cimetière dans un village en Italie ayant pour seule compagnie son assistant Gnaghi, qui ne s'exprime qu'avec la locution Gna, et les morts bien particuliers de son cimetière. Mort qu'il enterre une fois avant qu'il ne revienne à la vie sous forme de créatures zombiesques à la Fulci pour se faire descendre par Francesco et enterrer à nouveau. Cette vie, ma foi, tout à fait normale pour Francesco avance tranquillement quand une mystérieuse femme venue aux obsèques de son mari tape dans l'œil de notre gardien de cimetière. Entre deux massacres de zombies et hallucinations complètement ouf de la faucheuse, notre bon Francesco aime passer le temps en reconstituant un crâne humain et en buvant son breuvage favori, du vin rouge. Bon, alors on n'a pas trouvé exactement la même que dans le film, vous nous excuserez, on a choisi un vin de Toscane. Alors on l'a surtout pris pour son packaging, il est joli. C'est vrai qu'il est joli. Ah, c'est pas dégueulasse. Franchement, il goûte le bon vin. Je dois avouer que c'est un vin qui donne envie d'aller défoncer du zombie. De la Morte dell'Amore, c'est un film à voir absolument. La pourriture et la figure du zombie, comme on peut la voir chez Fulci, côtoient un humour noir incisif et un sens du visuel à couper le souffle. Beaucoup d'inspiration picturale se retrouve dans la composition des plans, comme les amants de Magritte, et l'aspect surréaliste du film s'impose comme une évidence à mesure que les scènes plus folles les unes que les autres s'enchaînent. Et puis, ça nous rappelle un peu notre chaîne, parce que finalement on est un peu comme le personnage principal dans le film. Permanence entourée de macabre et d'horreur, en essayant vainement de donner un sens à nos vies avant la fin inévitable qu'est la mort. Plus sérieusement, c'est parce que chez nous aussi c'est fait de briques et de broc et on voit les fils qui dépassent. Vous voyez. On passe à la première question ? Allez. On passe à la première question. Pire film d'horreur de l'année ? Alors déjà, on n'a pas vu tous les films de 2023. La plupart parce que ça avait l'air d'être des sacrées bouses, et le ticket de cinéma coûte 12€, on le rappelle. Et du coup, on a une réponse chacun à donner. Softy, pire film de l'année 2023 pour toi ? Eh bien, il s'agit pas du pire film, mais peut-être le pire du point de vue de mes attentes, je dirais. Désolée pour ceux qui ont apprécié ce film, mais pour moi, c'est Evil Dead Rise. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. J'ai fort été déçue, que quand j'étais petite, j'ai vraiment de ouf kiffé Evil Dead 2, et toute la franchise est vraiment très cool, enfin j'avais bien aussi kiffé la série. La scène d'intro, elle est sympa, bon certes c'est cliché, mais c'était sympa, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait déjà vécu avec les précédents films de la franchise, et là on se retrouve à l'intérieur d'un immeuble duquel on va finalement pas sortir une seule fois. Il y a la marque d'Evil Dead, ces fameux maquillages, du coup qu'on n'a pas du tout retrouvé dans le film, et je me suis dit merde, si on retrouve pas ces maquillages caractéristiques, est-ce que c'est franchement du Evil Dead ? Oui, après, le film nous prouve qu'on essaye de faire du Evil Dead parce qu'on récupère des éléments des films de la franchise précédente, mais ça suffit pas à en faire un film Evil Dead. Et pour toi, c'était quoi le pire film de l'année ? Scream 6. There's a darkness inside of me. It followed me here. En vrai c'est chaud.
C'est une saga qui se regarde beaucoup trop le nombril, je trouve. C'est vraiment complètement abusé dans cet opus-là, surtout qu'on a carrément un musée dédié à la saga Scream. C'est une espèce de mise en abîme chelou dont on n'avait vraiment pas besoin. Le whodunit est complètement à chier, il y a des scènes qui sont lunaires, les personnages on n'y croit pas une seule seconde, ils sont tous insipides et inintéressants. Il s'agirait de faire de nouveaux films, des bons films, et pas de capitaliser sur une saga qui plaît déjà aux fans. Un de mes pires visionnages, si ce n'est mon pire visionnage des films de 2023. Prochaine question, on nous a demandé est-ce que vous avez des nouveaux formats prévus pour 2024 ? Bah du coup la réponse est oui, avec celui-ci, promis, on pensait s'arrêter. Du coup on va regrouper cette question avec une autre question et c'était quels sont les projets pour 2024 ? Beaucoup de projets. Déjà pour cet hiver, on a 2 projets vidéo, on va dire, principaux. L'épisode 3 de Delevated 66, qui sera un épisode beaucoup plus mis en scène, un peu plus chiadé que les 2 précédents, donc on prend le temps pour vous sortir celui-là. Et le deuxième gros projet de cet hiver, c'est un projet musical avec Mamie Gore et son producteur Matoul. On vous en dit pas plus, c'est une petite surprise. On a aussi prévu évidemment de continuer de sortir d'autres épisodes des formats qu'on a déjà, That Delevated Quickly, des histoires de Mamie Gore, quelle horreur quand on a des films d'actualité ou des films de saison. Et aussi, en gros projet, si tout va bien, on devrait travailler sur au moins un court-métrage. Par contre, il sortira, je pense, sur une chaîne annexe qui sera, elle, réservée au court-métrage. Parce qu'on n'a pas spécialement envie de se faire shadowban ou sauter notre chaîne parce qu'on met trop de gore ou de cul dans nos vidéos. Au-delà de la production vidéo, on a aussi des collaborations avec d'autres artistes et pas forcément des youtubeurs ou des vidéastes. Donc pareil, on garde la surprise, mais ça, c'est sur le feu et ça arrive. Merde, pas encore. Pour la prochaine boisson, on nous a recommandé Ripple Red qui apparaît dans un des segments de Creepshow. La bouteille ne se fait plus, donc on s'est rabattu sur un vin californien, un vin américain du coup, extrêmement tendance au passage, et très pratique pour la soirée. Creepshow est un hommage aux EC Comics des années 50, style Les Contes de la Crypte. C'est aussi le fruit de la collaboration tant attendue entre Stephen King et George Romero. Le film est sorti en 82, soit la même année que The Thing, Tenebrae ou Xtro. Un superbe millésime. Il s'agit d'un film à sketch composé de 5 segments, plus une histoire qui sert de prologue et d'épilogue. On va parler un peu du segment intitulé The Lonesome Death of Geordie Verrall pour 2 raisons. Dans le segment, le personnage principal boit le fameux nectar du Ripple Red, et ce personnage est interprété par Stephen King lui-même qui se paye une tronche pas possible dans le rôle du paysan, un peu arriéré, et qui trouve un météore dans son jardin. Dans l'espoir de se faire un peu de thune, il la récupère et va commencer à subir quelques transformations que même le fermier qu'il est ne pourra pas contrôler. Le sketch est probablement le plus faible du film, mais ça reste franchement sympa. Quelque part entre l'invasion des profanateurs de sépultures et la guerre des mondes, mais qui se passerait dans un cartoon. Avec Stephen King en surjeu constant, un propos sur la fracture entre milieu rural et milieu urbain, et une fin quand même un peu cynique, on passe un moment sympa devant le segment. Sans s'en taper le cul par terre, certes. Et en parlant de se taper le cul par terre, qu'en est-il de cette vinasse ? Wow, c'est sucré. Aucune amertume. Ce vin rouge n'a aucune amertume, il goûte que le sucre léger. Bah du coup c'est sympa mais pas génial. C'était bien mais pas génial. Et c'est l'heure de la prochaine question, qui n'est pas vraiment une question. Continuez à nous faire frissonner et même rire, Mamie Gore, et à nous faire découvrir de vieux films et à entretenir le suspense, d'Elevated 66. Bonne année créative. Merci maman. Coucou les petits, ça va? Non, bisous. on est... Il fait comment chez vous? Il fait beau? Softie, on n'est pas en visio là, c'est juste la question. C'est pas un appel? Non, c'est juste la question. Oh merde. Merci maman, t'es notre fan numéro 1. Tout tourne hein, normalement. Flamme tout tourne. Flamme tout tourne. On nous propose le cocktail de Midsommar, martini blanc, vodka, jus de citron, une pincée de gingembre et un peu de miel. J'imagine que c'est plus pour imiter la boisson qu'on voit dans le film, parce qu'il me semble pas avoir vu de vodka dans Midsommar. Delevated Horror qui parle d'un film d'Ari Aster, on est bien dans une vidéo spéciale. Hein. Sorti en 2019, Midsommar est le deuxième long métrage d'Ari Aster, après avoir soufflé le monde avec Hérédité. Bon, on va crever l'abcès tout de suite, on n'est pas fan. Je sais, c'est choquant.
Attention, on dit pas que c'est de la merde, loin de là. C'est juste qu'on est plus modéré que certains sur ce qui concerne notre avis sur le film. Surtout parce que l'aspect cinéma d'auteur, drame et artsy, ça nous cause pas plus que ça. On reconnaît les qualités objectives des films d'Aster. La maîtrise de sa caméra, la composition de ses plans, la créativité de son écriture... Bref, on chie pas sur ces films. Mais ça représente exactement ce contre quoi on se bat chez Elevated Horror. L'élitisme dans l'horreur. Et c'est pas la faute de l'artiste, mais plutôt des critiques et des journalistes qui ont inventé le terme Elevated Horror. Dire que l'horreur a commencé à élever l'esprit du spectateur en 2014 et faire la distinction entre les films bons, intelligents et chargés de sens et les autres, c'est stupide. On va pas s'étendre sur les multiples définitions de l'Elevated Horror, mais si on parle d'un film de genre qui a un propos et qui utilise le genre comme vecteur d'un message ou d'une réflexion sur la société, bah désolé, mais Street Trash c'est de l'Elevated Horror. He's black. No one's gonna give a shit about him. There's enough of them as it is already. On revient à Midsommar ? Ouais, c'est bon. On revient à Midsommar. Allez, skål ! Skål. C'est pas dégueu. Dans Midsommar, on suit Ari Aster, Danny Ardor, qui, après que sa sœur ait tué ses parents avant de se faire le bang de sa vie, part en Suède avec son mec et ses potes pour étudier le rituel du solstice d'été d'une petite communauté. Évidemment, on est loin d'un innocent stage chez les louveteaux, et entre deux tripes de champi, Danny va découvrir peu à peu les traditions funestes de la famille de Greta Thunberg. On est devant un film de folk horror ultra calibré, avec des scènes gore qui sont franchement sympas, des trouvailles visuelles pour représenter des tripes hallucinogènes, et des plans tape à l'œil à la pelle. À la pelle les mêmes. En vrai, le film est bon, mais putain, qu'est-ce que c'est long! 2h30 dans une petite communauté suédoise à suivre des rites païens et l'évolution de l'état psychologique du personnage ainsi que de ses relations avec les autres. Malgré tout, il est bourré de détails qui rendent le revisionnage intéressant, de plans de caméra un peu foufou et possède une géométrie visuelle quasi héritée de Kubrick. Mais, on se fait un peu chier quand même. Donc voilà, le film est bien, mais c'est pas notre cam. Un peu comme ce cocktail. Moi j'aime bien avec le citron. La prochaine question, avez-vous prévu de refaire des conventions ou des événements en 2024 ? Eh bien, la réponse est oui. Après, on a un programme très chargé pour 2024 en termes de production vidéo, donc on va faire comme on peut pour participer aux événements. Le premier événement auquel on va participer, ça va être Cinéma Interdit. Je pense qu'on retournera aussi au 7ème Arg. On y allait l'année dernière pour la première fois, et franchement, on a eu un petit coup de cœur pour ce festival, surtout pour l'ambiance vachement conviviale. Et pour le reste, on verra vraiment en fonction de l'emploi du temps et de ce qui se présente à nous. Prochaine question, est-ce que c'est Childs ou Macready la chose à la fin de The Thing ? Tu sais comment me parler. C'est une question qui est à la fois super intéressante et une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Moi, personnellement, je pense que Carpenter a pas laissé de détails dans le film qui permettent d'avoir une vraie réponse finale. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Saviez-vous que le JNB a fait tellement de placements de produits au cinéma qu'il existe un site pour répertorier les apparitions de la bouteille verte et jaune dans nos films préférés ? Ça s'appelle jnbinthemovies.com et c'est plutôt rigolo d'y faire un tour. Il y a des catégories, des genres et des tags en pagaille pour trouver la pub plus vite que vous ne trouvez Charlie. C'était inévitable de la voir dans la vidéo et on nous l'a recommandé pour tous les gialli dans lesquels la bouteille de whisky s'invite. D'ailleurs, sur le site jnbinthemovies.com, il y a une catégorie giallo, juste là. À vrai dire, il y a tellement de films dans lesquels les personnages boivent du JNB ou dans lesquels on peut apercevoir une pub pour JNB qu'il faudrait une vidéo entière dédiée au JNB dans le cinéma de genre. Beaucoup de fois JNB dans ce paragraphe, à tel point qu'on se doit de vous dire que la vidéo n'est malheureusement pas sponsorisée. Mais bon, si vous avez une distillerie ou même beaucoup d'argent, n'hésitez pas à nous contacter par mail, on prend, Ça pue. T'as pas envie de te faire une partie d'échecs là ? La prochaine question est carrément intéressante, alors on revient un petit coup se poser sur le canapé pour profiter du débat qu'elle va générer. Yes. Quel est le dernier film qui vous a fait vraiment peur ? On entend souvent dire que tel ou tel film d'horreur ne fait pas peur, mais ne pensez-vous pas que le public est aussi de plus en plus aguerri et exigeant ? Très bonne question. Merci pour ta question. Moi, le dernier film qui m'a fait vraiment peur, il est sorti cette année, c'est Skinamarink. In this house,
qui est sorti sur les plateformes. C'est un film Shudder qui est aussi disponible sur Shadows. Il y a quelque chose dans l'ambiance qui marche sur moi, dans le côté vieille VHS, peut-être aussi dans le fait que tu suives des enfants qui soient seuls dans une maison, qui soient complètement isolés, la maison qui change, les règles physiques qui changent en permanence. Le film peut être un peu long et il peut laisser pas mal de spectateurs sur le bord de la route, comme ça c'était le cas pour toi. Il y a une scène où la petite fille va dans la chambre de ses parents et où sa mère est assise sur le bord du lit. Voilà, moi elle m'a foutu mais une angoisse cette scène, j'ai eu du mal à continuer à la regarder. Moi ça m'a vraiment fait peur. Donc ça c'est ma réponse, Skinamarink. Alors que moi ça m'a complètement laissé sur le bord de la route, mais bon, on va peut-être pas rentrer dans le débat. Est-ce que Skinamarink c'est un bon film? Bon, ce sera le sujet peut-être d'une vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo sur Skinamarink. C'est quoi toi le dernier film qui t'ait vraiment fait peur? C'est pas si récent que ça, mais je dirais Paranormal Activity 3. I don't see him. Standing right next to you. Honey, he's not there. Surtout cette scène, la caméra est posée du coup sur le mécanisme du ventilateur et donc la caméra balaie de gauche à droite. Quand il y a tous les objets de la cuisine, la caméra balaie sur la droite et revient sur la cuisine avec tous les éléments qui sont collés au plafond et qui tombent d'un coup. En fait, ça marche super bien en fait, t'es trop concentré dans l'image. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, hein, pareil pour Skinamarink. Bon, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, c'est ça la magie de l'art, hein, du cinéma. Hein. Mais moi je trouve que c'est incroyablement efficace. T'as pas besoin d'avoir un budget de fou. La deuxième partie de la question est aussi vachement intéressante. Le spectateur n'est-il pas plus aguerri et du coup on demande pas toujours plus? Je pense que le spectateur amateur de films d'horreur qui a l'habitude des effets en fait qui sont présents dans les films d'horreur pour générer la peur va les voir venir un peu plus et ça va demander au film et au réalisateur globalement plus de créativité pour faire peur aux spectateurs réellement. Il y a un moment, bon, c'est sympa, il y a des trucs qui sont vus et revus, il y a un moment, t'as envie de voir plus, t'as envie de voir quelque chose de différent. Après, la fonction première d'un film d'horreur, je pense pas que ce soit toujours de faire peur à son spectateur. Ça, on va plus parler d'épouvante. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sont intemporels. Pour moi, tu montres Frankenstein de 1931 à un spectateur qui a pas du tout l'habitude du cinéma d'horreur, le film reste efficace et le film fait peur. Comme quoi, l'horreur, ça reste intemporel. Je pense que cette question pourrait être un sujet de disserte de philo. À quand un épisode sur Blair Witch ou le found footage? Alors on a déjà joué un petit peu avec les codes du found footage sur notre chaîne dans une vidéo vlog horreur mise en scène qu'on a filmé pendant qu'on allait à Namur au 7ème art. Même s'il n'y a rien de concrètement prévu sur Blair Witch, franchement un épisode sur ce film est inévitable. Il nous a tous les deux vachement marqués, ça fait partie de nos films d'horreur préférés, donc effectivement il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et sur le found footage en général, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et si on arrive à trouver un angle cool à la Delevated qui nous permet d'en parler, franchement on sautera sur l'occasion. Je sais pas si je vais m'en sortir. Je sais pas si ça va aller. Alors, abonnez-vous à Delevated. Abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Je me suis pris le petit doigt de pied dans le décor. Et c'est parti pour la dernière boisson, et pour celle-là, on file dans les Carpates, et on monte dans les degrés. Et peut-être qu'on en reviendra à 4 pattes. Et finalement, c'est assez logique de finir sur une référence à ce Dracula de 1992 réalisé par Francis Ford Coppola. Particulièrement à cette scène. Dans cette scène, Mina boit l'absinthe et se remémore sa vie antérieure. Comme nous, en cette période de fin d'année, qui faisons le point sur notre parcours jusque-là. Mais arrêtez de vous tirer par les cheveux! Les projets précédents qui nous ont amenés à créer cette chaîne en septembre dernier, le petit bout de chemin qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, et surtout le kiff qu'on prend à produire des vidéos. On espère que ça va durer au moins aussi longtemps que la non-vie de Dracula. Merci à vous. Ah, la fée verte. On va pas trop s'étendre sur le Dracula de 92, évidemment allez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Nous on se réserve la figure du vampire sous le coude pour un prochain épisode de Delevated 66. Et la dernière question, qu'est-ce que cette année vous aura appris professionnellement? Franchement, beaucoup de choses. Personnellement, elle m'aura surtout permis de développer des compétences qu'on avait déjà, parce que tous les deux, on a déjà bossé sur la création d'une entreprise, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on le voit Delevated, comme une petite entreprise, et aussi sur le plan créatif, je dirais, à plus se faire confiance, parce que c'est vrai que quand c'est créatif, c'est difficile d'avoir des retours et de se dire est-ce que c'est bien ce que je fais. Du coup, ouais, se faire confiance, se jeter un petit peu à l'eau, moins juger et se dire allez vamos, on le fait parce qu'on sait que ça nous fait kiffer, donc c'est parti, on le fait et ça va être cool et c'est une chouette aventure quoi. Moi de mon côté j'ai appris à mieux m'organiser, à gérer un minimum les réseaux sociaux
et à pas me prendre la tête et à me laisser aller sur le kiff de faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence et ce que j'ai appris de plus important. Et aussi, et ça va nous permettre d'enchaîner sur la conclusion, j'ai appris à faire quelque chose et à accepter que les gens aiment ce qu'on fait. Et franchement, ça c'était pas gagné étant donné qu'on est très exigeant avec nous-mêmes. Donc franchement, merci à vous. Retour sur le canapé. Ouais. Bah que dire, on est au tout début de l'aventure d'Elevated et franchement, quelle chouette aventure pour un début. C'est clair. Je pense qu'avant de vraiment se lancer, on s'attendait, je pense, pas à autant de bienveillance. Merci à tous les gens qui commentent, qui nous laissent des petits mots, qui s'intéressent, qui voient les petits détails dans les vidéos. Franchement, ça nous fait grave plaisir. Tiens, on va faire passer une petite liste de commentaires positifs et de superbes messages qu'on a reçus. Merci à tous, vous êtes vraiment les meilleurs et on s'attendait certainement pas à avoir une communauté aussi petite qu'elle soit, aussi bienveillante et aussi engagée. Vous êtes vraiment les best of the best. Maintenant quoi pour 2024 Plein de projets. Plein de projets, plein d'ambitions. Évidemment, il y a des choses dont on peut pas encore parler maintenant. On a vraiment hâte de partager tous ces projets avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment. Si vous avez aimé les vidéos jusque-là et que vous aimeriez en voir d'autres, n'hésitez pas à nous soutenir, abonnez-vous, continuez à liker, à commenter et partager notre travail, c'est ce qui nous aide le plus. Merci d'avoir partagé ce rituel avec nous. On vous souhaite à tous une excellente année 2024. Alors continuez à vous faire peur et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut!